Bienvenue sur Sideliners. Alors, je pense que je vais faire l'intro. Bonjour à tous. Hier, on a eu le droit au Game 7 entre Boston et les Sixers. Non, c'est pas vrai, c'est pas arrivé. C'est jamais arrivé. Et ce Game 7 a donné son verdict. Ce qui fait que maintenant, on a la première série de demi-finale de conférence Est qui oppose les Knicks aux Boston Celtics. Oui, s'il vous plaît. Les Celtics qui ont fumble un lead 3-1. Les Celtics qui ont fumble un lead de 3-1 dans cette série face aux Sixers. Qui se sont fait manger tout simplement. Qui n'ont pas adapté leur plan de jeu une seule fois. Je vais même pas parler. Je vais même pas utiliser l'excuse de Jason Tatum qui était absent au match 7. Bref, bravo aux 76ers. Vous êtes qualifiés. Vous retrouvez au second tour des playoffs les Knicks. Et on va vous faire du coup une petite preview de cette série-là. On va vous rappeler les petits points. D'abord, on va parler un peu du premier tour de ces deux équipes, des Sixers du coup et des Knicks. Ensuite, on va vous donner pour nous les 3 meilleurs joueurs de cette série. Et enfin, notre pronostic. J'ai envie de revenir, c'est ce qui est le plus chaud dans nos têtes, sur ce Game 7 des Sixers à Boston. La manière dont ils vont la chercher. Un Joel Embiid monstrueux qui a joué alors qu'il avait mal. Il avait mal partout, on le voyait sur le bord du terrain, il est tellement énorme ce type, il y avait besoin de 2 ou 3 coachs pour l'étirer, pour lui faire des étirements, pour que son corps il tienne le match. Je tiens juste à préciser qu'on a vu que c'est arrivé la nuit dernière, le Game 7 contre Boston, et que là on est dimanche, le match aura lieu lundi soir. On ne connaît pas encore nos avis respectifs par rapport à cette série-là, donc ça va être très intéressant. Les 76ers qui ont fait un super match 7, qui ont mis l'intensité comme dans les derniers matchs de cette série en fait. Et... J'ai trop le seum. Ben, il y a eu quand même un avant-après Joel Embiid dans cette série. Le Game 2, ils le prennent, Joel n'est pas là. Hein. Ouais, mais le retour de Joel Embiid dans cette équipe des Sixers, elle a activé un truc, genre à l'intérieur. En fait, c'était plus la même. En fait, c'était plus la même équipe parce qu'un mec aussi Joe Mazzulla a dit ça après le match 7. On lui a demandé ce qui a changé par rapport à la saison régulière parce qu'en saison régulière, Boston a battu à chaque fois les Sixers. Il a dit par rapport à la saison régulière rien, mais par contre dans cette série de playoffs, il y a un avant où Joel n'est pas là et un après où Joel Embiid est là. Et c'est pas la même équipe si tu as Joel Embiid qui joue parce que le secteur intérieur change drastiquement. Parce que Joel Embiid, on le rappelle, juste avant le début des playoffs, il se fait opérer de l'appendicite. Ouais. Je crois qu'il se fait opérer le 13 avril pour être exact. Et il revient 2 semaines après. C'est très court après une opération. Il revient pour le Game 4 que les Sixers vont perdre. Mais après, dans le Game 5, 6 et 7, surtout le Game 7, il est tellement important parce que c'est tellement une présence dans la raquette. Il fait tellement de mal aux intérieurs des Celtics. On l'a vu, Vucevic n'a pas joué une seconde du Game 7. Joe Mazzulla a préféré start Luka Garza, un mec qui était encore l'année dernière en G-League, que Vucevic. Parce que Vucevic ne sait pas défendre et ne peut pas défendre physiquement contre un mec comme Joel. Et ouais, il a fait trop de mal à cette raquette des Celtics. Et on l'a vu aussi, leur meilleur moment pendant la saison régulière à ces Sixers, c'est quand tu as la possibilité de jouer ce duo Joel Embiid, Tyrese Maxey, avec des pick and roll qui démarrent à 3 points. Et ça libère trop d'options en fait. Parce que si Joel est là, ça fait, comme tu l'as dit, une présence dans la raquette. Même si c'est pas lui qui marque à la fin, c'est des trucs qui se voient pas dans les stats. Mais il a une telle présence, t'es obligé de défendre dessus et du coup, tu prends des risques. On l'a vu combien de fois le Joel qui rentre à l'intérieur, qui se place, qui a un bon ballon. T'as 2 joueurs qui sortent dessus parce qu'on a peur qu'ils marquent. Et t'as une coupe ligne de fond de Kelly Oubre Jr. Ouais. Celle-là, Kelly Oubre Jr. qui nous a mis genre peut-être 3 ou 4 dunks sur la même action. Juste une coupe ligne de fond, pareil à chaque fois. Ça te marre.
Après, parce que aussi, bon, les intérieurs des Celtics ont eu un problème de faute sur Joel Embiid. Après, en même temps, frère, il est compliqué à défendre. Ouais, parce qu'il vient de chercher, il vient de post-up, il n'hésite pas et c'est un gros gabarit, donc tu es obligé de mettre du physique pour l'empêcher de rentrer. Les arbitres, je sais même pas si on peut reprocher de siffler souvent les fautes, Le parce truc, qu'en fait, il va bien les chercher. Donc, non, mais c'est que souvent, on disait que Joel Embiid était un flopper. Et je comprends ça, et Ouais, même il ça se l'a été, voyait. hein, c'est clair. Hein. Il l'a été, il l'est toujours un peu. Mais en tout Mais cas, là, là, pour sur ce Game 7, 90% des fautes de ce Game 7, c'est juste des vraies fautes. Ah, ok, Mhm. il en rajoute. En même temps, s'il en rajoute pas, les arbitres ne sifflent pas. Lui, ce mec a juste super bien joué le coup. Il se mange un coup sur le bras au rebond. Hein. Il se mange un coup sur le bras, il va abuser du truc pour que l'intérieur adverse se retrouve en foul trouble. Et à la fin, ils sont obligés de se retrouver en small line-up où c'est Jaylen Brown qui défend sur lui. ouais. C'est Jaylen Brown qui doit défendre sur Joel Embiid. Et je suis désolé, à ce moment-là, c'est juste Jaylen Brown ne peut pas être sur un mec qui est sur une ligne extérieure comme VJ Edgecombe ou Tyrese Maxey. Ce qui fait que Derrick White ou Peyton Pritchard, ils se font cibler. Parce que c'est deux putains de mecs qui savent attaquer la raquette, même si c'est un bon défenseur en face. Ouais, même t'as des Sam Hauser, t'as un Shireman qui nous fait des bonnes playoffs, hein, qui est très cool, mais qui n'a pas le niveau pour défendre sur un Tyrese Maxey. Ouais, il en rajoute un peu des fois sur les fautes et tout, mais c'est quand même des fautes genre qui sont bien provoquées, il va les chercher, c'est complètement mérité. Il se fait charcuter en plus quand même à l'intérieur, genre il s'est pris des gens qui tombent dans les genoux genre plusieurs fois alors qu'il a eu des problèmes de genoux, franchement. Et le mec enfin, il a fait preuve vraiment de volonté et tout. Vraiment, j'aime bien le nouveau Joel Embiid qu'on voit depuis le début de cette saison en vrai, où il se montre, il se cache pas dans les matchs importants. Il assume un rôle de leader, mais en même temps, il sait que c'est pas le franchise. Yes, il a accepté son rôle de vétéran, Ouais, c'est de ça. seconde option. Et bah, t'as Joel Embiid en seconde option, frère. Moi, t'es plus que heureux hein, Bien sûr. quand t'es Nick Nurse. Hein. Surtout que Tyrese Maxey, en plus, il fait un close-out du Game 7, Tyrese Maxey. Personne ne pouvait le toucher. Il Mais était sur un nuage. personne ne peut le. De toute façon, genre vraiment, c'est un joueur, j'ai tellement hâte de voir sa progression dans les années qui suivent et tout. Par rapport à sa saison rookie, etc., son début en NBA, il a tellement amélioré son shoot à 3 points, qui était déjà bon, hein, mais maintenant, genre, c'est une énorme menace à 3 points. Et le mec, je pense que c'est potentiellement l'un des mecs les plus rapides en NBA. Oui, je pense qu'il fait partie des mecs les plus rapides, genre sur Genre, son first step. c'est un T-Max le bail. Bonne chance pour le suivre sur son first step. Hein. Tyrese Maxey, littéralement, son surnom, ça pique tellement bien, le mec, c'est un T-Max. Il te bombarde à l'intérieur de la raquette. Genre, il va trop vite, il va juste trop vite et il a fini, t'es encore à 3 points. Il a mis le layup, t'es encore loin derrière. Et si t'arrives à suivre, il va te faire un step back mid-range. Frère, il prend 20 mètres de distance entre lui et toi. Son signature layup qu'il nous a fait là, pendant toute la série, là où il monte sur le côté gauche, il passe en dessous. Ouais. Ah, celui-là, il est monstrueux. Il y a des vibes de Kyrie Irving dans ce qu'il fait. Complètement. Hein. Je suis complètement d'accord. Il y a des vibes vraiment de Kyrie Irving, de Allen Iverson dans ce qu'il fait. Ouais. C'est exceptionnel à voir. C'est vraiment, en tout cas, c'est un gros plaisir de voir ce joueur jouer. C'est ce que le commentateur là pendant le Game 7 il disait. Tyrese Maxey, c'est un smooth operator. Mais vraiment, genre. Vraiment un smooth c'est tellement operator. fluide, c'est tellement beau à voir. Ouais. Et on a la chance en plus de le voir maintenant couplé à un VJ Edgecombe qui est top 3 des rookies de cette année. Ouais, de loin. Ouais, et c'est vraiment une grosse cuvée de rookies qu'on a cette année quand même. Ouais, je pense Vraiment. pas que, à part Cooper Flag, je pense pas que t'aies de vrais franchise players dans cette cuvée de rookies. Cooper Flag, Con Knuppel, Dylan Harper. Knuppel quand même, s'il a pas un mec pour le Ouais, feed, non, c'est pas un franchise, je suis d'accord. Dylan Harper, non, pas dans une équipe contender. VJ Edgecombe, je pourrais le voir à l'avenir, hein, peut-être. Hein. Mais bon, en tout cas, c'est une très grosse cuvée. VJ Edgecombe, qui est très bon sur toute la série, en fait, il joue sans aucune peur. Il joue comme s'il avait rien à perdre. Comme si c'était sa 23e saison en NBA et qu'il avait 41 ans. Et ouais, vraiment, genre, le mec prend des risques, il prend des shoots. Des fois, genre, je me dis, wesh, il a confiance quand même, c'est un rookie. Genre. C'est pas non plus le meilleur shooter qu'on ait vu de notre vie, hein, VJ Edgecombe. Mais il est régulier, en fait, il croit en son shoot. Oui, et dans le Game 7, mon gars, il est tellement on point.
En fait, ils étaient tous calibrés, ces Sixers. Ouais, ça c'est clair. En passant par Paul George, VJ Combe, Tyrese Maxey ou même Joel Embiid. Et puis quand même, une stat aussi, Vijay Combe, il joue 44 minutes. Bah, c'est un Game 7, hein, t'es obligé. Ouais, mais c'est un rookie, genre, c'est Parce te que- dire quand même. Ouais, Genre, ouais. Tyrese Maxey, il en joue 45, lui, genre, ça veut dire qu'on compte énormément sur sa présence, quoi. Et pour revenir sur Joel Embiid, ce qu'il fait offensivement, c'est très fort. Et je veux aussi mettre un petit shout-out sur sa vision, parce qu'il a beaucoup, beaucoup amélioré ça récemment. Il a lâché quand même 6 passes décisives. Donc il est à 34 points, 12 rebonds, 6 passes décisives. C'est des très, très grosses stats. Si c'est Jokic qui fait ça en Game 7 à l'extérieur, c'est la performance de tous les temps. J'espère que vous êtes au courant de ça. Hein. Genre vraiment le Game 7 de Joel Embiid à l'extérieur. En plus, il faisait que de trash talk la foule, trash talk Jaylen Brown. Et franchement, c'est incroyable. Genre, ce mec, c'est un mec que personnellement, j'avais un souci avec son mental et tout, sa manière Ouais. d'être et tout. J'avais l'impression qu'il était un petit peu aussi qu'il pouvait abandonner facilement, que c'était un peu un bébé, quoi. Genre, Ouais. Et on le voyait, c'était un mec qui était très. Il avait beaucoup d'ego. Mm. Et il était très centré sur Orgueilleux. lui-même. Orgueilleux, ouais, exactement. Et là, récemment, je pense que aussi ses problèmes de blessures et Ouais. tout, le fait qu'il y fait ait qu'il était d'autres absent joueurs qui longtemps. soient arrivés. Il était absent longtemps et que Tyrese Maxey a vraiment prouvé que c'était ce gars, genre. Ouais, c'était ses Sixers à lui. Ça l'a un peu remis en question et il s'est un peu remis en question. Tu le sens aussi, il est beaucoup plus mature dans la manière de jouer, dans la manière d'être en interview avec les. Bon, avec les fans et les autres joueurs, ça reste pareil, ça reste un trash talker, ça reste un mec qui va l'ouvrir. Mais dans ses déclarations, genre aux médias et tout, il va être beaucoup plus réfléchi et penser Équipe. à l'équipe et penser à se critiquer lui-même avant de critiquer les autres. Mhm. Il y avait je suis aussi d'accord. beaucoup ce côté de Joel Embiid qui critiquait énormément ses Qui coéquipiers rejette la faute sur les et autres. qui Ouais. se mettait jamais en question. Là, écoute, il a grandi, il a pris en maturité et franchement, ça c'est vraiment Ouais. très bien. Et ça reflète vraiment toute la mentalité de cette équipe. Mais en vrai, je pense vraiment que Nick Nurse, il fait un très bon travail avec Mais ses Sixers. Hein. Nick Nurse, c'est vraiment C'est très, vraiment, très fort. vraiment très très bien. Tous ces Sixers, toute cette équipe, ils ont attaqué ces playoffs avec une envie et une rage. Et ça, on peut que les féliciter. À partir du game 4, genre, tu vois qu'ils ont très très envie. Genre. Mhm. Et ce que tu vois dans les 3 derniers matchs que Boston perd, c'est que Boston, tu as l'impression qu'ils jouent avec la peur au ventre, qu'ils jouent comme s'ils avaient peur que le match leur échappe à tout moment, et bah, c'est le cas parce qu'ils ne maîtrisaient pas. Et les Sixers qui vont à fond. Genre, je vais faire un shout-out aussi à Kelly Oubre Jr., qui fait une grosse série, notamment défensivement. Il est très 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 présent, hein, vraiment. Mhm. Défensivement, il nous a lâché des blocs super importants à des moments où les Celtics pouvaient repasser ou réduire l'écart et tout. Et offensivement, il est efficace. Non, franchement, c'est très cool. Paul George qui retrouve a une nouvelle seconde jeunesse. ouais. C'est... Un dernier truc par rapport à ça et les Celtics aussi qui ont été mauvais sur ces derniers matchs. En fait, je vais parler à Joe Mazzulla, ce qu'il a fait cette saison, en saison régulière, en changeant une grande partie du roster, en partant dans cette saison, en ayant des attentes quand même d'une équipe où on se dit ils vont essayer de finir le plus bas possible. En ayant perdu 90% de ton 5 majeur. Ouais, c'est ça. Tu te dis, ça va être compliqué et tout. Le fait qu'ils finissent deuxième avec un Jaylen Brown au niveau quasi MVP, tout ça, c'est très fort. Sur cette série de playoffs, il s'est fait out-coached. Mhm. En fait, il s'est même pas fait out-coach, il a même pas coaché. Mais T'as l'impression qu'il ne s'adaptait jamais à ce qui se passait sur le terrain. autant j'aime vraiment, vraiment beaucoup Joe Mazzulla. Je trouve que c'est vraiment un très bon coach qui arrive à faire sortir le meilleur de ses joueurs, à les motiver et tout. Mais là, sur ces playoffs, t'as l'impression qu'il a un truc quand même. Je sais pas si c'est un truc d'ego ou d'orgueil aussi, mais qu'il a un plan, il a une vision de jeu, une sorte de. Comme plein de grands coachs ont eu dans l'histoire, hein, mais il a une philosophie de jeu, une manière de jouer et tout.
et qu'il ne veut pas en démordre et que si ça marche pas, bah, il préfère perdre un match avec sa manière que essayer autre chose. Ouais. Mais c'est terrible, ça leur a coûté. Ces Celtics, quand même, à l'entrée de ces playoffs, étaient les favoris à l'Est. Ah, mais j'étais convaincu qu'ils iraient jusqu'au final. Peut-être même qu'ils pourraient gagner. Genre. Et là, là, ils sont éliminés parce que notamment Joe Mazzulla a décidé de ne jamais s'adapter à ce qui se passait sur le terrain. Quand dans le premier quart-temps du Game 7, ton équipe shoot à 0 sur 48 000 à 3 points, tu ne rentres pas dans le second quart-temps en te disant on va continuer à shooter à 3 points, à canarder. Ok, les 3 points sont rentrés, mais imagine dans ce deuxième quart-temps, tu shootais encore à 0 sur 8 à 3 points. Ouais. Et qu'en face, les Sixers, ils continuent à te martyriser à l'intérieur. Bah, t'aurais juste eu aucun Et espoir, t'aurais perdu 20 juste points. eu genre 58-28, comme non, 77-27, comme Hawks Knicks. Genre vraiment, il a de la chance que Derrick White, dans le deuxième quart-temps, se réveille et que côté Sixers, ça a aussi un peu chuté en termes de réussite. Parce que vraiment, si ces Sixers continuaient à être sur une bonne réussite au shoot tout au long du match, il n'y aurait même pas eu une fin de match serrée. Ouais, complètement. Mais c'est simple, je crois que les seuls joueurs qui ont joué à l'intérieur, qui ont tenté des paniers à l'intérieur, c'est Nimias Kita, qui est poste 5, et Jalen Brown, qui nous a pris des mid-range. Je crois que tout le reste, très majoritairement, Peyton Pritchard peut-être aussi un petit peu, il aime bien rentrer dans la raquette, mais vraiment majoritairement, je crois que c'est des tirs à 3 points qu'ils prennent. 3 des 5 starters des Celtics sur ce Game 7 n'ont pas inscrit un seul point du match. Ouais, c'est la première fois de l'histoire de la NBA. Parce que tu avais Baylor Shireman, Ron Harper Jr. et Luka Garza dans le 5, qui sont tous des joueurs de fin de rotation. Et en ça, Joe Mazzulla, il a fait un pari, il a vu que ses starters ils avaient du mal et tout, il a voulu tenter autre chose. Il a tenté autre chose. Mais il n'a pas changé la manière de jouer. C'est ça. Il a changé les line-up. Il change les joueurs, mais c'est comme si tu me demandais, je sais pas moi. J'aurais aimé voir. C'est comme si tu mettais Kyrie en pivot et tu lui disais fais le travail de chaque. Ouais, complètement. Et j'aurais aimé voir Jordan Walsh jouer un peu plus aussi. Ron Harper Jr. qui démarre dans le 5 majeur, il joue 4 minutes. S'il vous plaît, ça fait pas beaucoup de sens. Pourtant, il a. Enfin, je sais pas. Je comprends pas du tout. Bref, je sais pas ce qui va se passer cette saison cette intersaison, cet été là pour les Celtics. Je pense que Vucevic va partir. Hein. Oui, après ce qui s'est passé dans le Game 7, il n'a pas joué une seule seconde. Même en vrai, même la fin de saison, en vrai, vraiment, à partir de son arrivée, il a jamais vraiment montré quoi que ce soit en fait. Je pense que c'est un bon joueur dans une mauvaise équipe, mais ça peut pas être un bon joueur dans une équipe contender. En fait, c'est très criant, mais Vucevic, quand les deux intérieurs des Celtics étaient en foul trouble, Joe Mazzulla préférait jouer small et mettre Jalen Brown à défendre sur Joel Embiid que de faire rentrer un pivot en Nikola Vucevic qui a beaucoup plus de taille, beaucoup plus de physique, de puissance pour défendre. C'est tellement parlant de juste, il ne lui fait pas confiance. Nikola Vucevic ne va pas faire long feu aux Celtics. Ouais, je pense qu'il va partir. Je ne sais même pas s'il est en fin de contrat, je pense qu'il est en fin de contrat. Le problème, c'est que si tu le trades, il n'a pas montré beaucoup de choses. Donc, mais tu récupéreras rien. Tu vas pas avoir grand-chose avec lui. Hein, donc les Celtics, cette intersaison, je ne sais pas trop ce qu'ils vont pouvoir faire parce qu'il leur manque toujours un pivot. Parce que Kita, c'est un bon pivot, hein, mais en sortie de banc, je préfère. Donc, je ne sais pas trop où ça va, ces Celtics. Là, ce qui est terrible côté Celtics, c'est que tu n'as pas vraiment d'assets pour faire des trades. Ouais, c'est ça. Et tu n'as pas non plus beaucoup de. T'as pas de pic. Non, c'est même pas ça, c'est t'as pas de flexibilité financière pour pouvoir aller récupérer des gens au marché des agents libres. Peut-être que tu dois en avoir un peu. Je pense que si tu lâches Vucevic, tu peux aller chercher un truc. Il a cut beaucoup quand même. À peine. Ouais, mais ils étaient c'est vrai qu'ils étaient dans la méga luxury tax, c'est pour ça, ouais. Derrick White, Jalen Brown, Peyton Pritchard et Jason Tatum, ça prend quand même une très très grosse partie de ton cap, je pense. Hein. Ce que j'attends là des Celtics, je pense, c'est... C'est là où tu te rends compte que ils ont fini deuxième, ils sortent au premier tour. Et on se disait, avec Tatum out, tu tentes, tu récupères un bon pick de draft. Et tu te relances avec une pièce encore un peu plus jeune, pour aussi un peu l'avenir. Et il coûte pas cher du coup.
un mec qui ne pèse pas dans ton cap. Et là, t'as même pas ça. Non. Parce que tu vas te retrouver avec un mec en fin de premier round, ça peut être un bon joueur de rotation, peut-être même une bonne surprise, on sait pas, mais tu n'es garanti de rien. On a genre parlé 45 minutes de ce Game 7. Les Knicks. Donc on va parler des Knicks, on va essayer de Les New faire York moins Knicks. qu'une heure et demie. Donc les New York Knicks qui ont passé les Atlanta Hawks au premier tour des playoffs. Ils sont passés en 6. En 6, t'avais prédit en 7 au tout début, pendant la preview, j'avais prédit en 5. Parce que j'avais notamment mis en avant le fait que côté Hawks, il n'y avait pas de bucket getter. Ou en tout cas, leur bucket getter n'était pas... Pardon, CJ McCollum. Pardon. Ou en tout cas, leur bucket getter n'était pas forcément un mec qui est capable de te faire gagner des matchs de playoff. Sur les 3 premiers matchs, c'est serré. Game 1, exactement ce que j'avais dit. Pas de bucket getter côté Hawks. Les Knicks finissent bien parce qu'ils ont Jalen Brunson, Karl Anthony Towns qui sont capables de scorer quand c'est un peu fermé. Game 2 et 3, les Hawks qui vont le chercher au push. 1 point d'écart, les 2 fois. Et ils y vont vraiment à la hargne, à l'envie. Au cœur, à tout. Nickel Alexander-Walker, Jalen Johnson, tout le monde, vraiment, cette équipe. CJ McCollum qui nous fait une série. Enfin, c'était impressionnant, vraiment. Jusqu'au Game 3. Après le Game 3, à partir du Game 4, les Knicks, ils ont dit, bon, on arrête les conneries. On se rappelle qu'on sait jouer au basket. Et on active le mode playoff. Vous n'allez plus exister, les Hawks. 114-98, Game 4. Victoire. Celui-là, il y avait quelque chose. Mais dans le quatrième, ça explose. Il n'y avait eu que plus 16. Mais c'était plus serré pendant le match. 126-97, Game 5. Là, c'était cuit. 140-89, Game 6. 140-89, je vous promets qu'en vrai, ça rend un peu justice aux Hawks d'avoir un écart aussi faible. Parce que vraiment, il y a un moment, je crois, dans le match, ils étaient à moins 60. Ça ne m'étonnerait même pas que ce soit le cas, parce qu'il y a vraiment un moment, ils étaient vraiment, je suis certain, à moins 50. Ah non, mais en tout cas, le moins 50, l'écart de 50 points, ils se l'ont traîné depuis le deuxième quart-temps. Depuis la fin du deuxième quart-temps, je crois. C'est fou. Les Knicks, ils ont dit non, c'est fini. Vous n'allez plus exister. Ils étaient à 80 points à la mi-temps, je crois, les Knicks. Et ces Knicks, ils ont juste... Ouais, ils ont juste... Je sais même pas quoi dire, tellement c'est une folie Ils ont tellement commencé fort au milieu du deuxième quart-temps, il y avait déjà plus 40 pour les Knicks, qu'ils n'ont pas eu à pousser tant que ça. Ils ont fait tourner pas mal. C'est tout. Ouais, c'est ça, il y a un moment, il y avait plus 61. Il y avait plus 61 Knicks. Au début du troisième ? Ouais. C'est incroyable. Et très très fort, hein, cette équipe des Knicks qui s'est réveillée, du coup, hein, qui s'est aussi adapté offensivement à la défense des Hawks. Et la défense des Hawks n'a pas eu de réponse à cette attaque des Knicks. Parce que notamment, frère, en fait, quand dans ton starting five, tu as les 5 qui sont capables de scorer à mort, comment tu fais quand tu as un mec qui défend un peu moins bien, quand tu as un mec qui prend feu, quand tu as 2 mecs qui prennent feu, en fait, tu peux plus rien faire parce que tu peux pas double parce que ça va faire des rotations, ça va bien tourner la balle, ils vont trouver le mec open. Tu peux pas. Quand tu as 1 ou 2 mecs qui restent en dessous au scoring, qui sont pas à droit et tout, tu peux espérer, mais là tu pouvais pas. Et quand toi, de l'autre côté, offensivement, t'as pas de mec capable de scorer 40 points tous les soirs parce que c'est un mec qui est build comme ça, c'est compliqué de battre une équipe des Knicks qui est aussi stack. Ouais, on l'a vu, on a un Jalen Brunson qui nous fait dans le match 5 un match à 39 points. Mais dans le match 4, je crois, il nous fait un mauvais match, il passe pas la barre des 20 points. Enfin, un mauvais match, pas un très bon match, quoi. Mais là, tu as OG Anunoby et Karl Anthony Towns qui step up. Le Game 6, OG Anunoby qui fait un super match. Ils sont stack et la défense des Hawks, qui était très bonne pendant les 3 premiers matchs, elle a implosé. Et je pense que c'est aussi ce qu'on avait dit un peu, c'est qu'il manque de profondeur. Et il manque d'expérience aussi. Il manque d'expérience, il manque de profondeur. Genre physiquement, ils n'ont pas tenu. Je pense qu'on a beaucoup discuté des dynamiques. Des dynamiques, surtout des Sixers.
On a beaucoup parlé des Celtics. Ouais, ben, on a fait un peu comme avec Jokic et Nuggets dans la preview des Ouais, en Wolves même et temps, des quand Spurs. il y a des séries qui se déroulent comme ça, qui sont si inattendues, on attendait vraiment une victoire écrasante de Boston sur cette série. Donc bravo aux Sixers, bravo aux Knicks aussi qui finissent de la meilleure des manières avec un écart énorme. Donc maintenant, on va avoir une belle série entre les deux. Et directement, je vais te demander, d'après toi, qui vont être les 3 meilleurs joueurs de cette série, opposant les Sixers et les Knicks de New York? Si t'hésites, moi je peux te donner le mien, il est prêt dans ma tête. Hein. En fait, mon 1 et mon 2, je suis certain. Je sais juste pas l'ordre. Et le 3, je sais que ça va être lui. Le 3, pour moi, c'est Joel Embiid. Ouais. Après, ça dépend dans quel état il arrive, vu qu'il avait mal de ouf face aux Celtics. Mais ce mec, c'est un guerrier, il va jamais rien lâcher. Et même en étant, on l'a vu, hein, de toute façon, face aux Celtics, c'est pas Karl Anthony Towns ou Mitchell Robinson qui va lui faire peur à l'intérieur. Je suis désolé. J'ai trop hâte de voir ça. Genre. Joel Embiid va être le 3e meilleur joueur. Et après, entre le 1 et 2, ça se joue entre Tyrese Maxey et Jalen Brunson. J'ai envie de donner un léger avantage à Tyrese Maxey, parce que pour moi, des deux, ça reste le meilleur défenseur. Donc pour moi, Tyrese Maxey en 1, Jalen Brunson en 2 et Joel Embiid en 3. Exactement pareil. Je pense que Tyrese Maxey va plus faire de mal à Jalen Brunson que Jalen Brunson va faire de mal à Tyrese Maxey. Sur le côté défensif, c'est sûr. Après, est-ce qu'ils vont cibler le rookie Vijay Edgecombe? En vrai, ce serait une mauvaise idée parce que c'est un bon défenseur. Il défend bien, il est physique. Super athlétique, il est super physique. Tu peux pas le prendre en Il est rapide, il jump. C'est pas... Et il est intelligent, il a un bon QI défensif. Vijay Edgecombe. Il a un bon QI tout court même, franchement. Ouais, son QI basket est vraiment très. Je vois des moments, et dans la saison régulière, et là en playoff, et en Game 7 contre les Celtics, où il y a remise en jeu. C'est Tyrese Maxey qui la donne à Vijay Edgecombe qui dit non, t'inquiète. C'est Vijay Edgecombe qui me remonte la balle. C'est tout simple en vrai, hein, mais c'est des petits détails comme ça. C'est des signes de confiance dans le fait que les mecs ils se connaissent, ils savent que ouais, je lui donne, il n'y a aucun doute sur le fait que je pense qu'il a la capacité de tenir le ballon et de créer un truc. Quand tu es un rookie qui est coaché par un excellent coach, d'accord, qui a des vétérans, qui a des joueurs dans son équipe comme Paul George, Joel Embiid, c'est des mecs qui ont connu les galères et tout un peu aussi. T'en as d'autres, t'as Drummond, t'as Kyle Lowry, frère. Kyle Lowry qui a joué, je pense qu'il a dû jouer en tout, peut-être à tout casser 20 minutes cette saison, mais qui, franchement, c'est très smart de la part des Sixers, je trouve, t'as un mec, ça vaut le coup de le payer pour qu'il soit juste assis sur le banc et qu'il parle et qu'il fasse les entraînements avec toi et tout, genre. C'est un mec important. Genre, tu le vois, il est dans son uniforme, t'as l'impression qu'il a pris 10 kilos. Mais en fait, c'est un assistant coach, limite. Et ça m'étonnerait tellement pas que là, en fin de contrat, il prenne un poste d'assistant coach avec les Sixers. Ça m'étonnerait si peu. Parce que, en vrai de vrai, tu le vois. En plus, tu le vois quand il y a les time-out et tout, il est là, il parle aux joueurs, les joueurs l'écoutent. Complètement. Kyle Lowry, c'est un mec qui a quand même. Il a connu la bague, non? Il a connu la bague, complètement. Il a connu la bague avec Kawhi. Ouais. Il a connu la bague, il a connu des moments compliqués aussi avec les Raptors. Ouais, c'est un joueur qui connaît. C'est un joueur qui est super intelligent. On parle de QI basketball. Ce mec a un QI basketball gigantesque. Et tu le vois aussi, c'est un mec qui est petit, qui n'a pas un physique non plus très athlétique ou quoi, mais qui défensivement, tellement il avait cette intelligence. Il n'a jamais été une liability en défense. Il était bon en défense même, c'était un bon défenseur. Ouais, ça n'a jamais été, comme on peut voir parfois, Jalen Brunson qui se fait target par les attaquants adverses. Et ouais, même c'est un joueur qui est habitué à ce statut d'underdog un peu. Donc c'est trop bénéfique pour ces Sixers. De l'avoir avec eux. Je pense que vraiment Joel Embiid, s'il n'est pas trop amoché par la série, le Game 7, son opération récente, je pense vraiment qu'il va faire du mal à cette raquette. Tu penses que... Je pense que Kat va galérer et en défense et en attaque. Oui, ça c'est certain. En fait, toutes les claims de Kat, Karl Anthony Towns et wish to be Joel Embiid.
Genre, il a claim plusieurs fois que c'était l'intérieur, le poste meilleur. 5, le meilleur poste 5 à 3 points. Je trouve que Joel Le Embiid est meilleur meilleur. big man shooter of all time. Dirk Nowitzki existe. Dirk Je reste Nowitzki chez toi. existe. Wemby sera à des années-lumière. Et je trouve que Joel Embiid est un meilleur shooter à 3 points. Ça peut se débattre, mais en tout cas, il est à un niveau comparable. À l'intérieur, Après, c'est comparable, oui et non. Puisque c'est deux jeux complètement différents. Joel Embiid ne shoot pas super souvent à 3 points, alors que il y a quand même pas mal. le gros de l'offense de Karl Anthony Towns, c'est quand même de shooter de loin, tu vois. C'est un mec qui devrait être 5, mais qui veut jouer 4, parce que notamment, il veut pas faire le sale boulot du poste 5. Ça, c'est assez vrai, ça. Et non, pour revenir sur Joel Embiid, on le met tous les deux en 3, mais on est bien d'accord qu'il y a un monde où Joel Embiid est le numéro 1, Tyrese Maxey numéro 2 et Jalen Brunson numéro 3. Oui, Jay, tu combles. Non, mais je pense oui, complètement. Si jamais Joel Embiid est numéro 1, je ne vois pas un monde où Jalen Brunson reste numéro 2. Pour Ouais, moi, je suis Tyrese d'accord. Maxey aura toujours l'avantage sur Jalen Brunson. Et même ça marche de pair un peu. Si tu as un Joel Embiid qui est très très bon, ça met forcément un Tyrese Maxey dans des conditions parfaites. Genre. Ouais. Ça va forcément venir à l'aide à l'intérieur, ça va essayer de double ou quoi. Tous les deux, notre top 3 des joueurs de cette série, c'est Tyrese Maxey en 1, Jalen Brunson en 2, Joel Embiid en 3. Mais ça ne nous étonnerait pas que Joel Embiid passe en 1, avec ensuite Tyrese Maxey et Jalen Brunson. Il est l'heure là, Ivan, donne-moi ton prono de cette série. Je pense, parce que les deux équipes, c'est des équipes physiques qui ne se laissent pas faire, etc. Je pense que c'est une série qui va aller loin. Ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'il y ait un Game 7. Mais Game 7 au Madison Square Garden. ça leur fait pas peur aux Sixers. Est-ce que les Sixers vont éteindre le TD Garden et le Madison Square Garden? Ils vont faire le tour des Gardens. En tout cas, sur cette série, je sais pas si c'est parce que j'ai envie de voir ça ou parce que j'y crois plus. Donne-moi ton prono maintenant, là, tout de suite. Tac, 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 ton prono. Sixers in 6. Les Sixers en 6 ou en 7. Tout ça pour faire ta vanne de merde. 6-7. C'est que ça va rester. 6-7. C'est que ça, je le couperai pas. Vas-y, bah fais avec moi. Là. Non. Ouais, tu l'as. Ça y est, t'es plus en Croatie, tu fais plus. Ouais, je suis plus en Croatie. Et gros, je reprends le boulot demain, là. Il faut que je me remette dans... Bref, ouais. Les Sixers en 6 ou en 7, pour moi. Sixers in 6. C'est fou. Hein. C'est fou ce qu'on est en train de raconter. Hein. Tu te rends compte à l'entrée du play-in, on n'aurait jamais dit ça. Hein. Après, encore une fois, ces équipes du play-in et de la deuxième partie de tableau play-off à l'Est, elles sont à une win près, une, 2 wins près chacune. Donc les Sixers, à une win près, auraient fini 5e. Ils auraient affronté les Cavs, ça n'aurait pas été la même histoire. Là, au vu de ce qu'ils nous ont montré face à ces Celtics, après un autre truc. Hein. Les Knicks, on l'a vu notamment sur la fin de série, là, sur les 3 derniers matchs face aux Hawks, ils vont s'adapter à ce que tu proposes en défense. Ouais, c'est vrai. Ils vont s'adapter à ce que tu proposes en attaque. Peut-être que je suis un peu trop dans l'engouement du Game 7 qui a été très très bien joué et que je sous-estime un peu les Knicks. Je sais pas, parce que je sais que ça va être... Pour moi, ça va être serré parce que je les mets quand même en 6 ou en 7. Enfin, je vois la série durer, mais je vois l'avantage aux Sixers. Ce qu'ils ont fait, c'est vraiment historique, ces Sixers. Ça veut dire que quand, en série de playoff, ils étaient menés de 3-1, ils étaient en 0-18. Et les Celtics en 32-0. Ça veut dire que jamais, quand ils menaient 3-1 dans une série, les Celtics se sont retrouvés à perdre cette série avant cette série-là. Et inversement, les Sixers, quand ils se retrouvaient menés 3-1, jamais ils n'ont remonté. Donc, c'est déjà de une, c'est historique. De deux, Joel Embiid lui-même, c'est historique, parce que dans ses Game 7, il était en 0-3. Dès qu'il y avait un Game 7, il perdait. Et souvent, il était très mauvais. Il a déjà perdu un Game 7 face à ces mêmes Celtics, où notamment Jason Tatum bat le record de points dans un Game 7 en mettant 51. Il y a un côté, j'ai l'impression que il y a un déblocage. Je pense qu'il y aura un déblocage mental côté Joel Embiid,
parce qu'il va se sentir un peu soulagé de enfin s'être débarrassé des Celtics. On a enfin réussi à passer les Celtics. Enfin réussi à passer les Celtics de 1 et enfin réussi à un peu briser la curse de je suis un mec où dès que c'est un match important, dès que ça compte, je choke. Là, il n'a pas de choke. Après, il n'était pas favori à la base, mais il n'a pas de choke. Et c'est pas comme si il a mis 12 points, il a à peine joué. Ça a été le meilleur joueur sur le terrain. Ouais. Et En offense et en defense. Hein. Et je vais revenir aussi sur le match-up qu'ont eu les Knicks au premier tour. Les Hawks, qui sont des très bons défenseurs en majorité, qui défendent très bien sur les lignes extérieures, mais qui n'ont pas beaucoup de profondeur de banc, et surtout qui sont quand même très faibles à l'intérieur. C'est vrai que les Hawks à l'intérieur, il n'y avait rien. Là, à l'intérieur, À l'intérieur, c'était qui C'était Jonathan Okongwu Kuminga. C'était Kuminga et Okongwu. Ouais. Ouais. Là, t'as Joel Embiid. T'as Paul George aussi. T'as Paul George en vrai. Si tu veux, t'as même Adem Bona qui fait une bonne saison que tu peux faire rentrer. Ouais. Dominique Barlow qui défend bien. Mm-hmm. Drummond, mais oui, mais Drummond c'est l'aimant à rebond cette saison. Mm-hmm. Ouais, donc je vais maintenir Sixers. En tout cas, ça va être très intéressant à suivre. Sixers in Six pour nous deux. Ça va être une belle série, je pense. Mais hâte de voir ça. Sur ce, on vous dit à très vite, parce que là, actuellement, en ce moment même où on tourne, il y a les Pistons qui jouent le Magic. Et plus tard dans la soirée, on va avoir à l'autre Game 7 les Cavs contre les Raptors. Du coup, on vous dit à très très vite parce qu'il faudra tourner la preview entre les Pistons et les Cavs aux Raptors. Donc, sur ce, on vous dit à très très vite. Portez-vous bien. Ciao.